Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une confrontation commerciale euh, assez intense. Oui, tout à fait. Le 15 mars 2025, Washington qui impose d'un coup 50% de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium canadien. C'est énorme, 50%. Et les mots sont forts. Trahison, les États-Unis n'auraient plus besoin du Canada. Et pourtant, moins de 2 semaines plus tard, revirement total. C'est ça qui est fascinant. Comment le Canada a réussi ce coup de force sans confrontation directe? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Absolument. Apparemment, tout serait parti d'une simple phrase, une suggestion du Premier ministre de l'Ontario. Oui, l'idée de potentiellement réduire les exportations d'électricité. C'était même pas une action, juste une suggestion. Et la Maison-Blanche réagit immédiatement. Il qualifie ça de menace directe. C'est quand même un début assez surprenant. Oui, et ça montre peut-être à quel point l'interdépendance économique est souvent mal comprise ou ignorée. Cette interdépendance, justement, parlons-en. Bah oui, on parle quand même d'un commerce bilatéral qui atteint 750 milliards de dollars. C'est gigantesque. Énorme. Mais au-delà du chiffre global, il y a des dépendances très concrètes. Vous parliez de l'électricité. Plus de 15 États américains dépendent de l'hydroélectricité canadienne. 15 États quand même. Et ce n'est pas tout. L'aluminium, plus d'un quart de la consommation américaine vient du Canada. Et c'est crucial pour l'automobile, genre 70% des constructeurs. Ah oui, l'industrie auto, ça pèse lourd. Exactement. Et puis à la potasse, quasi 97% des importations américaines. L'uranium, 68%. C'est, comment dire, une sorte de talon d'Achille économique pour les États-Unis, mais souvent passé sous le silence. Et la justification américaine à l'époque, c'était quoi déjà? Oui, ils ont ressorti cette vieille histoire des tarifs laitiers canadiens, mais en oubliant un peu leurs propres subventions agricoles massives, hein, les 32 milliards de 2023 par exemple. D'accord. Alors, face à cette attaque, perçue comme une vraie rupture, comment Ottawa a réagi? Pas de sanctions immédiates? Non, justement, c'était ça la surprise. Le Premier ministre Mark Carney a bien sûr parlé de trahison stratégique, Hmm. mais surtout, il a complètement recadré le débat. Il a dit, ce n'est pas juste un différend commercial, c'est une question de souveraineté. Avec cette phrase choc qui a été rapportée, ils veulent notre terre, notre eau, notre pays. Ça marque. Exactement. Et la stratégie, c'était pas l'escalade. Plutôt le calme, en apparence du moins, jouer la carte de la légitimité internationale et accélérer la diversification économique. Miser sur le calme face à une telle offensive, c'était pas un peu risqué, ça pouvait passer pour de la faiblesse, non? C'était un pari, c'est sûr. Un pari sur l'intelligence économique et diplomatique. Concrètement, Ottawa a très vite activé d'autres leviers. Lesquels, par exemple? Renforcer les liens avec l'Europe via l'accord CETA. Avec les pays du Pacifique, le CPTPP, Ah oui, ces grands accords commerciaux. voilà. Et ouvrir des discussions avec d'autres. Le Royaume-Uni, l'Inde, la Corée du Sud. Montrer qu'il y avait d'autres options. Et ça a fonctionné, concrètement? Les chiffres semblent le dire. Les exportations canadiennes, hors États-Unis, ont grimpé, genre plus 18,2% au premier trimestre 2025 d'après Bloomberg. Le message était clair, hein, on n'est pas dépendant d'un seul partenaire. Et les marchés ont réagi comment? Plutôt bien, en fait. Le dollar canadien, qui avait plongé, s'est redressé. Et d'autres pays, comme l'Allemagne, l'Australie, ont montré de l'intérêt pour renforcer les liens. C'était un signal positif. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, la pression commençait à monter en interne. Ah oui, tout à fait. L'impact des tarifs américains sur leur propre économie s'est vite fait sentir. C'est-à-dire? Hausse des coûts pour l'industrie auto, forcément. Des entreprises comme Foxconn qui avertissent de pertes potentielles importantes. On parle de 200 millions par an. Ouch. Les exportations agricoles américaines, qui souffrent aussi. Le porc vers le Canada, par exemple, moins 28% en avril. Ça commence à faire mal. Et Wall Street? Inquiète. Les indices qui baissent. Goldman Sachs qui évoque même un risque pour le PIB américain. Et puis, surtout, la pression politique. Ah voilà, comment ça s'est traduit? Des gouverneurs républicains, dans des États clés comme le Michigan, le Wisconsin. Des États très dépendants du commerce avec le Canada. Oui, la Rust Belt. Exactement. Ils ont commencé à faire pression sur la Maison-Blanche. Politiquement, ça devenait compliqué à tenir. Et c'est là qu'arrive le fameux revirement. Trump annonce que Carney a appelé pour négocier. Oui, c'est la version officielle, mais les sources internes, politico notamment, suggèrent plutôt l'inverse. Ah bon? Que c'est l'équipe de Trump qui a initié le contact, justement à cause de cette double pression, économique et politique. Intéressant. Ce qui nous amène à la rencontre du 6 mai. Le point culminant, oui. Et là, les rôles semblent presque inversés par rapport au début. C'est-à-dire?
Malgré la rhétorique forte du départ côté américain, ce sont les Canadiens qui arrivent avec des conditions claires, d'après les documents qui ont fuité, Quelles conditions? des garanties sur la souveraineté, des protections contre de futurs tarifs unilatéraux, une clause de non-représailles dans l'accord. Et cette phrase de Carney pendant les discussions, nous ne sommes pas à vendre, ça résume assez bien la nouvelle posture. Et Trump a signé, en silence selon les récits. Pas de grande cérémonie, pas de tweet triomphant. Exactement, un dénouement assez sobre qui contraste avec le début. Au final, qu'est-ce que cette crise nous apprend? Elle montre comment une stratégie différente, basée sur le calme apparent, l'utilisation très fine des vrais leviers économiques comme l'hydroélectricité, les minéraux critiques et la diplomatie, peut fonctionner face à une approche, disons, plus coercitive. Le Canada a non seulement résisté, Mhm. mais il a peut-être même renforcé son image de partenaire fiable, mais aussi souverain. Et ça pose des questions, forcément, sur la stabilité ou la prévisibilité des relations économiques américaines en général. Une histoire fascinante sur la puissance de la retenue stratégique et la bonne connaissance de ses propres forces. Ça laisse une question en suspens, peut-être. Oui. Dans ce monde où tout est lié, quel est le coût réel pour une grande puissance de sous-estimer la résilience et surtout la volonté de souveraineté de ses partenaires, même ceux qu'on pense les plus proches?